Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Dungeon Saga, la quête du roi nain pour l'aventure B par la porte du Levant. Alors l'aventure B, c'est la seconde aventure d'initiation où cette fois-ci nous allons retrouver non plus Orlaf et Rordine, donc pour le coup on ne va pas les retrouver, mais nous allons trouver nos deux nos deux quoi d'ailleurs? Nos deux héros qui agissent plutôt à distance, avec Madriga qui est accompagné de Danor. Madriga, la patrouilleuse elfe, qui se bat à la fois au corps à corps, mais avec seulement 3D, mais aussi à distance, et cette fois-ci avec 4D. Très faible en armure, 2, soit l'équivalent de ce que possèdent les guerriers squelettes. Et puis Danor, le sorcier humain. Alors lui, visiblement, c'est quand même celui qui nécessite le plus d'attention. Mais c'est normal avec les magiciens. Toujours être au centre de l'attention de tout le monde. Pourquoi Parce qu'il a non seulement des cartes sorts, il a aussi des cristaux à utiliser. Il en a 3. Cristaux d'énergie de puissance niveau 1. Alors il commence avec 4 sorts. Il faut bien penser mécaniquement à une chose, c'est que pendant son tour, ou bien il peut lancer 2 sorts mineurs, ou bien un seul sort majeur. Alors c'est quand même vachement important parce que ces 2 sorts mineurs, il a rupture de sceau et très ardent. Ah ben d'ailleurs, si je vous montre, voilà, rupture de sceau. Donc, une unique protection magique située dans une case adjacente voit sa puissance baisser de 1. Et quand la puissance de la protection magique tombe à 0, elle est brisée. Donc, ça veut dire que les serrures, on ne peut plus les attaquer physiquement. Donc on en a une ici. Première porte à franchir avec 2 de protection. La grande porte là, un seulement de protection. Et puis la dernière porte qui nous permettra de gagner le scénario, c'est celle-ci au bout. Elle n'a qu'un de protection aussi. Ça veut dire que c'est Danor qui va qui va être obligé d'être extrêmement présent pour ouvrir ses portes. Madriga sera là en soutien. Alors, la particularité de rupture des sceaux, donc on l'a vu, c'est uniquement en étant adjacent à une porte. C'est un sort de magie mineure commune. Il n'y a pas de ligne de vue nécessaire, peut être utilisé même dans l'arc avant d'un ennemi. Et c'est là où il y a beaucoup de points de règle sur lesquels il va falloir faire attention. La recharge, utilisation, on pivote de 90 degrés seulement. Et à la fin du tour, on pivote dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça, c'est rupture des sceaux. Et en même temps, Danor peut faire une attaque. Alors ça, c'est pas mal puisqu'il a un trait ardent. Alors, très ardent, on a une portée longue. Ah oui, c'est vrai. Alors, les réglettes de portée, je les ai ici. Tout va bien. C'est un sort mineur de pyromancie qui va nécessiter une ligne de vue par contre. La cible subit une attaque magique à 2D. Alors 2D c'est super faible. J'allais dire ça peut être suffisant pour entamer un monstre, mais non, même pas, parce que finalement nos squelettes, c'est ou bien ils sont disloqués ou bien ils sont détruits. Mais avec 2D, je vois mal. Ça peut. Éventuellement, ça peut. Alors, la ligne de vue nécessaire, oui. Ne peut pas être utilisée dans l'arc avant d'un ennemi. Ah oui, c'est comme les tirs, pas au corps à corps en fait, c'est ça l'idée. Ok. La recharge, c'est comme n'importe quel sort mineur, visiblement 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Ok. Bon, les deux autres, oui c'est ça, les 2 autres sorts majeurs, on les verra au moment de les utiliser.
Mais c'est surtout, si j'ai voulu manipuler les sorts mineurs, c'est parce qu'on a le droit à deux pendant le même tour d'action de Danor. On va quand même pas passer à côté. Tant que j'y pense, merci à vous qui m'avez laissé des messages qui vont faire avancer le Schmilblick. Alors déjà, Patrick, par rapport à tout ce que tu m'as envoyé sur le mail, entre les nouveaux héros, les cartes événements, les différentes règles modifiées qui vont être utiles. Alors encore une fois, je verrai comment j'utilise tout ça. Certaines choses, je ne les utiliserai pas, mais au moins j'ai tout le package de démarrage, donc c'est cool. Merci Nolim, alors le truc tout con Nolim, enfin, toi t'as vu ça de ta fenêtre, tu as bien fait. J'affichais avant en haut à gauche les cartes. J'ai dit par exemple les cartes animation des morts, les cartes que possède Mortibris. Bah, en haut à gauche, le problème c'est que ça vous cachez les jets de dés. Donc tout bêtement, bah oui, Nolim, on les met en haut à droite, les cartes, bon Dieu de bon Dieu, parce que comme ça on voit que... Oh là, va peut-être falloir se calmer par contre sur les jets de dés, Mortibris. 6-6-4, au moins comme ça on verra pendant son sale tour, et bien justement les sales tours qu'il va nous coller. Et puis, bah merci Pétan Sénac pour comment l'intelligence artificielle. Ouais, tu m'as rappelé que Colorful Mini avait fait une variante qui visiblement tourne plutôt bien. Donc, je lirai ça au calme. Alors, de même, tant que j'y pense, que l'appel du donjon a produit pas mal de choses pour Dungeon Saga. Il est d'ailleurs, monsieur l'appel, il est en train de créer une campagne pour Dungeon Saga. Gros boulot derrière tout ça. Donc, merci à vous tous hein, pour faire avancer encore une fois le jeu. C'est bien. Qu'est-ce que nous avons de différent par rapport à la première aventure d'initiation? Ah tiens, une petite chose, maintenant que nous l'avons passé d'ailleurs, cette première aventure, je vous rappelle que sur chaque page de scénario, nous avons des astuces tactiques. Alors, je ne les lis pas et je ne les lirai pas pour ne pas éventuellement de me donner trop de... Comment on va dire? Trop d'avantages. L'astuce de l'aventure A, elle était vraiment très simple. Hein. Le but de cette aventure est de vous familiariser avec la façon dont on utilise les dés dans Dungeon Saga. Elle se terminera sans doute en combat violent au milieu du couloir, mais c'est parfait. Rordine et Orlaf n'aiment rien autant qu'une bonne bagarre. Alors quand il parle de couloir, c'est parce que l'aventure A, en fait, nous n'avions pas cette portion de donjon, et c'était tout ce couloir-là. Et puis pour l'aventure B, ils ont repris tout le couloir. Je pense que c'est pour une question de gain de temps de mise en place, donc c'est parfait d'avoir fait ça. Et ils ont rajouté seulement cette portion-là. Et dernier paragraphe de l'astuce de l'aventure A, c'était de dire qu'il ne fallait pas hésiter à jouer l'aventure 2 ou 3 fois pour bien être habitué aux mécaniques. Mécaniques des dés notamment. On pouvait aussi échanger les rôles et donner le rôle du nécromancien à l'un des joueurs qui incarne les héros. C'est toujours intéressant car on n'a jamais la même vision d'une bataille dans les deux camps. Voilà pour l'aventure A. L'aventure B, les astuces, on s'en contrefiche pour l'instant. Si j'y pense en fin de scénario, on la lira. L'astuce pour voir ce qu'elle peut nous apporter. Est-ce qu'on y va? Qu'est-ce que j'oublie? J'oublie de dire que Madriga n'est pas la seule à commencer avec du matériel. Danor n'est pas le seul à commencer avec du matériel, mais Madriga a elle aussi un objet, c'est une potion de guérison. Alors, que je vous montre ça. Qu'est-ce que je fous là? Carte objet.
Ah oui, alors, ça c'est le cristal de puissance. Alors, non pas puissance 2 pour Danor, c'est un cristal puissance 1. Alors, vous voyez que quand je vous disais que le magicien voulait tout le temps passer avant moi, cristal d'énergie puissance 1 à usage unique, mais il en a 3 quand même, hein. Le héros lance un dé supplémentaire lorsqu'il lance un sort qui nécessite un jet de dés. C'est top. Le cristal peut aussi être utilisé pour recharger un sort en le tournant de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre, ou pour lancer un sort dont le niveau est supérieur à celui du lanceur. C'est quand même assez puissant ça, pour un niveau 1 de cristal. Un seul cristal peut être utilisé pour un sort au cours du même tour. Est-ce que cela voudrait dire que j'utilise par exemple la rupture des sceaux? Je le tourne de 90 degrés. Il n'est censé plus être disponible, mais j'utilise un seul cristal pendant mon tour, ce qui me permet de recharger le sort rupture des sceaux tout de suite. Et comme c'est un sort mineur, je peux le relancer. Je le comprendrai comme ça, parce que sinon, quel est l'intérêt d'avoir ces cristaux-là? Bah, déjà, de les utiliser pour bénéficier d'un dé supplémentaire en cas de test, donc c'est quand même pas rien. Intéressant, intéressant, merci Danor d'avoir soulevé ce point. Est-ce que l'on peut passer à Madriga qui a une potion de guérison? Usage unique aussi, ce qui est logique. Le héros retire immédiatement un marqueur blessure de sa fiche. Alors là où ça peut être bien quand même, c'est que Madriga n'a que 2 emplacements de blessure standard. Danor, c'est pire que tout, il en a un. Et après, dès qu'on rentre dans le rouge, on aura moins 1 dé sur nos tests, hein. Nos tests de combat. C'est un peu, waouh, c'est chaud. Donc, la potion de guérison utilisable pendant le tour du maître du donjon en réaction à la blessure infligée. Ah oui, 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 ça c'est bien ça. Donc en fait, on ne la prend pas. Elle annule dans ce cas la blessure qui devrait être ajoutée. Parfait. Ça peut éviter de tomber hors de combat. Et puis en bas de chaque carte, un objet, on a différents symboles. Ça, on y viendra. Il faut d'ailleurs que je relise bien ce à quoi ça correspond. On verra. Pour l'instant, Madriga la possède. Pas de souci. Ensuite, du point de vue scénario, le maître de donjon Mortibris possède toujours 12 cartes pour cette petite aventure. Je vais remélanger un petit coup. Il a seulement 2 ordres par tour, mais il a du renfort cette fois-ci. On commence avec aucune menace face à nous. Dans cette portion de couloir, bon, c'est très bien, parfait. Mais, Mortibris a le droit de faire rentrer un archer squelette sur le terrain. Mais un seul, hein. Donc il est limité à un archer squelette et toujours à 4 guerriers squelettes maximum. Les conditions de victoire: ouvrir la dernière porte marquée d'un X, donc c'est celle qui est ici, là, au bout de couloir. Donc encore une fois, on va avoir les 2 premières portes à franchir. Et puis, condition de victoire pour Mortibris, mettre l'un des héros hors de combat. Je viens de piocher ces 3 cartes d'ordre, éventuellement à utiliser. Alors le paquet reste le même, on n'a pas rajouté de cartes pour l'instant. C'est déjà pas mal. Et puis, alors on n'a pas de coffre, hein, on n'a rien à fouiller là dans ce scénario-là. Et d'ailleurs, en parlant du scénario, allons-y par la porte du Levant. Cette deuxième aventure d'introduction.
va vous faire découvrir les règles du tir et de la magie, tout en vous présentant les deux autres héros, Danor et Madriga. Danor jura pour ce qui lui semblait être la 1000e fois, en trébuchant sur les débris du sol. La main qui agrippait son bras était un véritable étau. Il était sûr qu'il avait un présent, un hématome sous sa robe. Malgré son apparence délicate et éthérée, la force de l'elfe était intimidante. Et l'expression de son visage, ou plutôt son manque d'expression, était encore pire. Il avait essayé de lui parler au début, mais le silence de plomb avait fini par l'emporter. Pourtant, elle n'avait pas l'air renfrognée ou furieuse. Danor aurait pris toute trace d'émotion de ce genre comme un signe positif. Mais quoi qu'on dise ou fasse autour d'elle, depuis que Danor avait vu Madriga pour la première fois, il n'avait pas lu le moindre signe d'un sentiment sur son visage. C'était pour le moins agaçant. Il luttait pour se redresser quand la poigne de l'elfe se resserra. Il cria, mais l'elfe le fit taire en sifflant. Elle fixait intensément quelque chose qui se trouvait derrière lui. Il se retourna en plissant les yeux dans l'obscurité. Le frottement du métal rouillé contre l'os résonna avant même l'apparition du revenant. Danor se précipita pour se remettre debout et sentit l'étau libérer son bras, tandis que l'elfe empoignait son arc. En la regardant de nouveau, il vit l'étincelle dans son œil et le mince sourire qui étirait son visage de porcelaine. Il fut choqué de se rendre compte qu'à cet instant, il ne savait pas qui il devait craindre le plus. T'inquiète, Danor, ne t'inquiète pas, ça devrait bien se passer. Eh ben c'est parti. Allons-y. Qui va commencer justement? C'est Danor qui va commencer. On va faire durer le plaisir. C'est-à-dire que... Ah oui, alors attention, attention les yeux. Qu'on ne se bloque pas les uns les autres. Là c'est tactique. Rappelons-nous que c'est tactique. Si je mets Danor là, j'utilise son sort rupture des sceaux. Il fait baisser le compteur de la porte magique de 1. Et Madriga va passer son tour. On va faire ça. On va oser faire ça. Alors, que je reprenne. La rupture des sceaux. On a dit... Est-ce que j'en suis resté là? Non, ça c'est le trait ardent. Voilà. Portée adjacente, oui. Alors j'aurais très bien pu rester sur cette case-là et je serais adjacent. Hein. D'ailleurs, oui, fais ça, petit humain sorcier. Sort mineur de magie commune, ça ne nécessite pas de ligne de vue. En même temps, comme on doit être adjacent, peu importe. Une unique protection magique située dans une case voit sa force baisser de 1. Voilà qui est fait. Pas de ligne de vue. Ok, la recharge, on est à 90 degrés. Le trait ardent ne va pas servir puisqu'on ne peut pas éliminer les tas d'os. Ça veut dire que Madriga... Si... En conservant un œil sur le fond du couloir, elle vient se placer juste devant Danor, prête à s'engouffrer à travers la porte quand celle-ci sera ouverte. Et B, voilà un tour rapide, très rapide. Nous passons donc à Mortibris. Alors, Mortibris, je conserve pour l'instant ma petite méthode avec ces 3 cartes d'action. Mortibris va commencer avec pas de quartier. Orientation de merde. Éclairage de même, sauf si je viens là. Donc je vous rappelle que j'ai créé juste 3 cartes. Là, j'ai un symbole rouge avec le nom pas de quartier, c'est-à-dire que pendant son tour, Mortibris va faire en sorte de
pourrir les héros. Il jouera une carte d'ordre haute. Alors, qu'est-ce qu'il a comme carte d'ordre haute? Animation de 2 morts, pourquoi pas. 2 ordres supplémentaires, ça c'est pas mal. Ordre doublé, c'est bien aussi. Donc j'estime que pouvoir faire 4 ordres avec l'une ou l'autre là, c'est mieux que pouvoir animer 2 morts. Le nécromancien peut ranimer 2 tas d'os en plus des ordres auxquels il a le droit. En fait, ça revient au même. Toutes les cartes reviennent au même. Puisque si j'ai 2 ordres supplémentaires, je pourrais donner l'ordre d'animer 2 morts. Donc, je vais faire tourner le deck. Je vais prendre animation de 2 morts. Alors, Mortibris. Comment je... Ah oui, les cartes du maître, elles sont là. Et on va passer à animation de 2 morts. Voilà. Ben justement, parlons-en, puisque on est dans le pas de quartier. Il va animer son archer tout de suite, ici. Et puis un guerrier squelette là. De toute façon, ce sont les seules actions d'animation qu'il peut faire. Il n'y a pas d'autre tas de squelettes, de tas d'os plutôt, ailleurs du donjon. Ok, et maintenant il lui reste quand même ces 2 ordres de base. Il n'y aura pas d'attaque, mais on va se faire un positionnement. Ce premier guerrier va se mettre là, et puis le second va venir l'accompagner. Ils sont déjà prêts à appliquer un surnombre. Le premier héros qui franchit la porte, c'est pour sa pomme. Est-ce qu'on serait pas un petit peu bon là? Fin du tour. Alors attention. En fin de tour, là, on a d'autres choses à s'occuper. C'est-à-dire, alors, nouvelle carte d'ordre pour Mortibris. Je pivote la rupture des sceaux qui sera réutilisable au prochain tour. Et puis, voyons voir comment Mortibris a décidé de s'occuper de Madriga et de Danor. Soft. Maintenant qu'il a positionné ses troupes, il va faire une simple avancée. Il n'y aura pas d'ordre donné, en plus de ceux de base. Il va tester les héros. Qui commence? Alors tout l'intérêt va être... j'allais dire, d'ouvrir la porte. Sauf que Danor ouvre la porte, certes. Certes. Et après, Madriga pourrait aller s'occuper de cela pour que Danor puisse venir à la porte en toute sécurité. Et Danor serait peut-être fichu de s'occuper des squelettes qui sont au bout du couloir. On a l'archer quand même, hein. Attention. Attention à ça. Allez, Danor commence. On y va avec la rupture des sceaux. Ce qui permet d'ouvrir la porte. Bien. On tourne de 90 degrés et il pourrait utiliser son trait ardent. Alors le trait ardent, je crois que MNOPQRST. La cible subit une attaque magique de 2, donc c'est très faible. C'est pas mon lancer, hein, je viens de positionner les dés. La ligne de vue est nécessaire et il utilise ça en portée longue. Donc autant dire que la réglette... Ah zut, il peut pas. La ligne de vue. Il a besoin d'une ligne de vue et alors là c'est foutu pour le coup parce que nous avons Madriga devant. À moins que, juste pour le principe, si
Bah oui, si, c'est bon. S'il est comme ça, la ligne de vue, je prends n'importe quel angle, on est bien d'accord que ça doit y aller. Où est-ce que je me suis noté les lignes de vue? Est-ce que je l'ai noté d'ailleurs sur mon petit mémo? Ah, pas sûr. Bon, bah c'est à compléter. Bah, c'est bien d'avancer comme ça au fur et à mesure parce que au moins je finis. Ah si, ligne de vue, symbole œil, ligne de vue identique au tir. Ouais, d'accord. J'ai un doute. J'ai un doute. Le combat. Alors je reprends sur la ligne de vue des tirs. Utiliser le bord rectiligne de la réglette. Bon, ça d'accord. Une vue dégagée entre au moins un point de la case du tireur et au moins un point de celle de la cible. Donc en fait, avec le décalage, là, je pense pour moi qu'il n'y a pas de, il y a pas de problème, hein. Parce que un point, je prends celui-là. Oui, oui, c'est bon. C'est bon, on passe non pas au travers de la figurine du socle de Madriga, mais on l'échappe bien. Alors vas-y, Danor. Par contre, si tu tires sur l'archer squelette, il faut penser que il n'a que 1 en armure. Ah, bah là, c'est équitable. Ça, c'est pas mal. Vas-y. Vas-y, vas-y. Oui, très bien. Alors le 1, pour le coup, on ne le prend pas en compte. Et l'archer squelette rigole bien parce que il bloque 6 contre 3. Bon, ça aura été tenté. Cristal de puissance. Est-ce que... Ah, j'aurais dû. J'aurais dû l'utiliser. Le cristal, ça aurait donné un dé supplémentaire. Ah ah, dommage. Ce sera peut-être pour la prochaine fois. Danor a agi. Madriga a un doute. Elle hésite parce que si les deux squelettes qui viennent d'arriver sont à ce point fort, Danor risque d'avoir du mal pour s'en sortir. Et en même temps, la priorité est de pouvoir rejoindre Orla Ferordine. Ah, elle adresse une brève prière à sa déesse pour lui accorder toute son attention sur le mage. Elle vient se positionner ici, devant les deux squelettes qui s'approchent à grands pas. Est-ce que elle n'utiliserait pas tout de suite sa pluie de flèches? Si elle avait une connerie à faire, ce serait peut-être maintenant. Madriga peut tirer 3 fois au cours du même tour. Elle résout chaque tir avant de choisir la cible suivante. Si elle s'en sort bien tout de suite, le couloir sera très très vite libéré. Avant de se retrouver au corps à corps, parce que n'oublions pas qu'au corps à corps, elle n'a que 3 dés à utiliser, alors que là, allez, on fait ça. On fait ça tout de suite. Flouch, flouch, flouch. Exploit, pluie de flèches, utilisé. Elle va cibler d'abord celui qui possède la faux, qui est pile face à elle. Et check pour ne rien oublier quand même, hein. Tour du héros, déplacement, utilisation... Ah, je ne peux pas. Je ne peux pas, bon sang. Vous avez dû vous le dire. Vous qui avez l'habitude des règles. J'enlève l'exploit de Madriga. Pourquoi elle ne peut pas? Bah, tout simplement parce qu'elle vient de se déplacer. Et utiliser un exploit héroïque fait que ça monopolise toutes les actions. Le déplacement et l'action d'attaque. Elle peut tirer au moins une flèche, en profiter. Après, de toute façon, elle n'a pas le choix. Elle sera obligatoirement au corps à corps. Ou alors, si elle ne bouge pas, elle utilise son exploit héroïque. Flash, flash, flash. En portée longue sur les deux du fond, là. Non, on maintient ça. On maintient le plan parce que ce guerrier va perdre un tour pour venir jusqu'à Danor. Allez, Madriga. Elle tire sur un guerrier, 2 en défense.
Celui qui a la faux n'a pas de bouclier. Pourquoi est-ce que ce serait compliqué? Elle rate avec le 1. Par contre, elle a parfaitement ajusté son tir. Ce qui lui fait 3 touches. Bravo, Madriga. Elle le détruit complètement. Ce qui lui donne son premier point d'expérience. Et dès qu'on en a 5, hop là, on a un dé bonus. Ça veut dire que Madriga a joué. Danor a joué. Mortibris. Mortibris, on oublie ses cartes d'ordre. On a dit qu'il allait faire une avancée. Il a 2 ordres. On va commencer à aller blesser l'elfe présomptueuse. Comme ceci, en étant pile face à elle. 2 dés d'attaque. Ce qui est parfait, c'est qu'elle n'a que 3 dés en défense et seulement 2 dés d'armure. Alors oui, pas de carte, je ne vous affiche rien, on est bien d'accord. Tout passe, sauf que elle contre avec un 6 et un 4. Ah, très bien, très bien, très bien. Et bien tant pis si l'elfe est à ce point décidé à combattre, on va voir si le mage frêle Kedanor est capable de faire pareil. C'est l'archer qui va s'en occuper avec 3 dés. Alors attention, que je raisonne correctement. Là, on considère que c'est une avancée. Est-ce qu'on va lui faire peur? Rapprocher nos troupes? Non, 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 non. Il faut quand même les titiller, ces héros. Donc on applique un tir. Plutôt que d'avancer ce squelette-là qui de toute façon ne fera pas mieux, on va profiter de l'archer pour faire quelque chose. Allez, Danor, subis. Oh, bien sûr que tu subis. Une blessure de toute façon, même si le 1 d'armure ne passe pas avec ce dé-là, il lui reste quand même... Il lui reste quand même 6 contre 1. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Un petit saignement sur l'humain. Donc, fin du tour. Nouvelle carte d'ordre. Je peux redresser les 2 cartes sorts mineurs de Danor. Et je peux prendre la prochaine carte de Mortibris. Bon, c'est pas mal, il y a un tas d'os en moins pour nous. Nous allons... Zut, encore une fois, pas de quartier. Donc là, ça va être une déferlante pour les héros, c'est ce qu'on va subir. Il faut mettre Danor à l'abri. La rupture des sceaux. Tant qu'il est adjacent à la porte, il peut l'utiliser. Et oui. Et oui, et oui, et oui. Alors ce qui est dommage, c'est qu'il ne peut pas lancer un sort et ensuite se déplacer. C'est pas dans cet ordre-là. S'il vient tout de suite adjacent à la porte, il va se prendre une attaque d'opportunité, il me semble. Non, l'attaque d'opportunité, c'est que quand on essaie de rompre le combat. Donc tu viens... Ah, mais là, il est adjacent à la porte. Comme ça. Mais oui. Donc il va nous refaire une rupture des sceaux. Ce qui va réduire à 0 le verrou magique. Ce qui nous permet de passer. Ça, c'est son premier sort mineur. Un petit coup de trait ardent sur le squelette, pourquoi pas. Alors, les règles du trait ardent. La portée longue, très bien. Sort mineur de pyromancie qui nécessite une ligne de vue qu'il possède. Une attaque magique à 2 dés contre un
Guerrier squelette qui possède 2 en armure, 2 dés de combat. Ne peut pas être utilisé dans l'arc avant d'un ennemi. Alors ça c'est lorsqu'on est empêtré, embourbé dans un corps à corps. Pas bien. C'est bloqué. Enfin non, c'est pas. Enfin, ça fait rien puisque le squelette avec un 6 bloque. Et ben, il reste plus rien de toute façon. Ok. Ah zut! Non, 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 non. Attendez. Non, 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 non. Se calme. Ce qu'on va faire, c'est qu'il va cramer. Autant y penser là. Cristal d'énergie de puissance 1. Usage unique. Ce qui lui permet de rajouter un dé supplémentaire. Recommence-moi ça en te concentrant, s'il te plaît. Là, ça fait quand même 3 dés. C'est inratable. Bah tiens, le 1, même punition, donc ça change rien par rapport à tout à l'heure. C'est un petit peu mieux, sauf que, décidément, le squelette, bah oui, c'est logique, c'est celui qui a le bouclier. Il lève son bouclier, ce qui fait que le petit trait ardent sortant de la main de Danor est contré. Bien. Ici, il se passe que je dois le mettre comme ceci. Et c'est Madriga qui va prendre la main. Ah, il est un petit peu agacé, Madriga, par ce qu'a fait l'humain, là. Corps à corps, ou alors, il va falloir qu'elle prenne sur elle pour aller voir si le chemin peut être safe devant. Parce que j'utilise la même règle de piège que j'ai utilisée dans l'aventure A. Il y a une dalle qui est piégée parmi ces 4 là. Laquelle, je ne sais pas. Madriga n'a pas de blessure et elle possède une potion de soins. Alors oui, elle a intérêt en plus de quitter le combat au corps à corps là pour pouvoir tirer sur le squelette. Donc, elle subit une attaque d'opportunité tout de suite et bien faire le jet avant de quitter le combat. Oui, c'est ça, pourrait y avoir une incidence. Est-ce qu'on a un modificateur de combat là? Non, pas du tout. Pas de supériorité numérique. On n'est pas dans l'arc arrière. Enfin, on se fait pas attaquer de dos. Bah, c'est parfait ça. Elle contre tout. Petit pas d'esquive, ce qui lui permet de quitter le combat. Elle peut aller très très loin, Madriga. Elle peut carrément arriver jusqu'à la porte. Allez, elle va ouvrir la voie. Hop là. Elle teste. Cette dalle-là. Qu'est-ce que... Plus de chance que Rordine à la dernière aventure ou pas? Je vous montre. Je regarde pas. Maintenant je regarde. Ok. Bien, Madriga. Enlève ton trait ardent, toi, Danor. C'est safe. Parfait. Et elle... Vraiment, elle parcourt tout le couloir. Hein. Elle sera beaucoup plus efficace près de la porte. Avec son arc. Oh la vache, excellent. Nous n'avons rien. Bon, Danor, tu comprends le principe? Alors elle se met collée dos à la porte, comme ça elle est tranquille, elle verra venir tous ses adversaires, et Danor pourra se déplacer en diagonale. Ce qui veut donc dire que tout le monde a agi. Ah non, 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 bah. J'étais focalisé sur l'histoire des pièges, mais il faut qu'elle fasse son attaque. 4D, portée longue, une ligne de vue parfaite. Alors la portée, oui, c'est vraiment un tout droit. 2 d'armure à percer. Il a toujours son bouclier hein, qu'il lève bien haut. Elle nous fait de la bouse. Je pense que c'est les pièges, le piège potentiel qui l'a un petit peu déstabilisé. 1 et 2, inutile. Ah bah... Non, non, c'est bien, j'ai rien dit, Madriga. 4 contre 3, 3 contre 1. Ça fait seulement 2 blessures, mais c'est bien.
Ça laisse le champ libre à Danor pour le prochain tour parce que même s'il y a une réanimation des morts, il n'y aura pas possibilité d'être activé tout de suite. Ah, je sais pas si dans le deck du maître du donjon, il y a une carte comme ça. Vous pouvez animer un mort et le faire jouer immédiatement. Ce serait vache. Mais ce serait rigolo, côté Mortibris en tout cas. Donc, en parlant de Mortibris, on y va. Lui, c'est un pas de quartier qu'il joue. Sa carte d'ordre la plus haute va être animation de 3 morts. Alors pour le coup, ce serait pas judicieux. Il n'y a qu'un tas d'os à faire bouger, à animer, je veux dire. Par contre, 2 ordres supplémentaires ou les ordres doublés, c'est pas mal. On va faire 2 ordres supplémentaires. Et quand c'est Mortibris qui joue, on a dit 2 ordres supplémentaires. Ordre. Voilà. Là, c'est bien. Alors, ça implique quoi? Ça implique d'aller chercher Danor. Pour aller chercher Danor, on fait ça, mais malheureusement, la ligne de vue, je pense que là, on va carrément oublier. Même pas. Ah la vache, je remets bien le positionnement, mais en fait, c'est visible. Ah ouais, bonne surprise. Coucou, petit humain. Bon, bah allons-y. Hein. 2 de défense pour Danor. Ah, il se dit que décidément, il va pas être lâché par l'archer. 3D à distance, donc ça c'est bien. Oh! 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 Danor se sentant un petit peu seul dans la portion de salle, décide de tout donner là. Alors ça va l'épuiser, hein, ça va vraiment le mettre à genoux. Déjà l'archer voulait absolument le transpercer. 6, 5, 5, mais Danor bloque avec. Ah mais non, bloque rien. Ah la vache! Ah ça c'est un tour de combat phénoménal. Il bloque le 6, d'accord. Il bloque le 5 avec son 6, d'accord aussi, mais l'archer, il lui reste un 5 qui passe en blessure. Bien vu. Et là, à partir de maintenant, par contre, Danor se retrouve à être blessé. Mais vraiment blessé. Il va être un petit peu handicapé. C'est-à-dire qu'il va avoir moins 1 dé. Ah ouais. Donc les cristaux, il y a peut-être intérêt à les utiliser là pour contrebalancer. À voir dans les parties qui vont durer plus longtemps, quand on aura vraiment entamé la campagne. À voir comment on va utiliser ça. Mais alors Danor, c'est le cas typique, le bon vieux sorcier en carton de nos jeux de rôle d'antan. Mortibris, encore 3 ordres. Vas-y, bourrine. Ce guerrier ne peut que se rapprocher. Et nous allons faire venir un autre guerrier ici. Alors il y a un ordre qui ne pourra pas être utilisé. Tant pis. Tant pis, tant pis. C'est quand même un très bon tour pour le mal parce qu'on a le sorcier qui a été blessé. Fin du tour. Nouvelle carte. Je redresse bien sûr ces sorts. Et est-ce que Danor va pouvoir aller jusqu'à la porte en un tour? Ah oui, il a 7 de déplacement. Allez, on va continuer un chouille, ce sera celle-ci. C'est une avancée, pas de carte d'ordre. Là, on voit que Mortibris finalement se dit bon. Laissons-les. Laissons-les progresser comme ils le souhaitent. J'ai vu de quoi ils étaient capables. J'agirai en conséquence
la prochaine fois. Alors Danor, barre-toi. Ah non, Danor, te barre pas, tu peux pas. Alors pourquoi il l'a fait popper dans ce sens-là? Non, non, dans ce sens-là, arc avant. Arc avant au max. Il faut pas que ce soit Danor qui joue. Il faut que ce soit... Il faut que ce soit Miss Madriga pour libérer le passage à Danor. On y va, Madriga. T'as pas de pénalité. Non, pas de... Ah, pluie de flèches. Ah ouais. Ah oui, 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 oui. Faisons-nous plaisir. La pluie de flèches pour Madriga. Donc, tirer 3 fois au cours du même tour et elle changera de cible. Donc là, si elle le souhaite, ce sera à chaque fois le même guerrier. Il faut absolument que Danor puisse passer tranquillement. En plus, il commence déjà à boiter. Allez, on y va. Exploit. Youhou. Alors oui, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, mais tends un peu plus ta corde. Déjà, tout passe. Il n'a que 1 en armure, donc c'est bien. Il bloque. Première levée de bouclier. Seconde flèche est bloquée, par contre, pas les 2 autres. Pas suffisant pour le détruire, mais largement suffisant pour que il redevienne Tados. Ah, si, c'est bon. J'allais dire elle pouvait pas parce qu'elle a bougé. Mais non, mais non, mais non, mais non, Friedrich, elle n'a pas bougé. Tout va bien. Maintenant, c'est à Danor. Il arrive à 6 ici. Alors en sort majeur, il les a pas du tout utilisés. Pourquoi? Parce qu'en même temps, alors il a brasier avec une portée courte et une portée longue avec entrave tellurique. Mais, priorité quand même au scénario là. On va pas jouer les cakes. Ça veut dire qu'il réutilise la rupture des sceaux pour casser la valeur de 1 du verrou magique, ici, et libérer la porte. Alors, libérer la porte, on n'a pas de condition spéciale. Pour les héros, condition de victoire, ouvrir la dernière porte marquée d'un X, donc c'est le cas. Bah parfait ça. Parfait, parfait, c'est donc une nouvelle victoire pour nos héros. Pour conclure ce scénario, on va lire l'astuce avant que j'oublie. Qu'est-ce qu'il nous disait? Si Orlaf et Rordine adorent être au milieu d'un combat, Danor et Madriga, eux, préféreraient être ailleurs. Ils sont plus efficaces de loin si possible. Restez au moins à 5 cases des ennemis pour qu'ils ne puissent pas engager de combat avec vous au tour suivant. Ce qui est un petit peu compliqué dans des zones comme ça. N'oubliez pas votre mission, vous n'avez pas besoin de tuer tous les morts vivants, ce qui importe, c'est de passer ces portes pour entrer dans le donjon et retrouver vos compagnons. Alors justement, on vient d'accomplir le scénario par la suite. Une nouvelle boule de feu jaillit du bâton de Danor en direction du guerrier qui s'élançait vers lui. Ses haillons desséchés prirent feu instantanément, mais la créature persistait à tituber vers lui dans un silence surnaturel, malgré les flammes qui léchaient ses orbites vides et jaillissaient de sa bouche béante comme une abomination sortie des abysses. Danor recula en la repoussant de son bâton jusqu'à ce qu'il sente la froideur de la pierre contre son dos. Il essaya de garder son calme et respira profondément pour conjurer un nouveau sort. Dans un craquement, le crâne embrasé s'envola dans les airs en suivant un arc paresseux et heurta le sol. Comme une marionnette dont on aurait coupé les fils, le corps s'effondra sur le sol où il continua de se consumer. Madriga se tenait calmement derrière la créature, tenant sa lame à l'horizontale, après le coup meurtrier. Si Danor avait le visage maculé de sueur et de poussière, Madriga, elle,
avait l'air imperturbable, comme si elle revenait d'une simple promenade. On dirait que nous étions attendus. Même ses mots étaient mesurés et froids. Et malgré sa voix mélodieuse, il ne trahissait aucune émotion. On dirait, effectivement, répondit Danor entre deux halètements. Tu serais d'accord pour qu'on se repose un moment avant de continuer? Mais oui, Danor. Repose-toi, reprends ton souffle. D'ailleurs, ça va être l'occasion d'appliquer les règles qui concernent l'entre-scénario. La phase de repos que nous avons en règle dans le livre du compagnon de l'aventurier, ça implique quoi? Alors déjà peut-être on va enlever notre donjon. Ah oui, alors pour une question de pratique, il faudra que je laisse les donjons si je peux, que je les laisse sur le plateau comme ça. La manipulation sera beaucoup plus aisée. Alors comment on fait ça? Entre deux aventures, toutes les blessures guérissent. C'est quand même normal. Allez, les marqueurs, là, on les enlève. Ok, le point d'expérience, je suppose qu'on le vire. Ensuite, récupérez de l'or. Prenez un or. Si la dernière aventure est une victoire, gardez un objet magique ou un or à la place. Là, on n'a pas eu d'objet particulier. Alors, j'ai prévu les pièces. Dans la règle, ils disent bien que c'est une valeur de 1 or. C'est-à-dire que peu importe, on ne considère pas que c'est une pièce d'or, c'est un tas d'or. Voilà, c'est ça le mot qu'ils emploient. Donc, on a 2 pour avoir... Alors, je fais comment? Je suppose que c'est groupé. On a 2 or, là. Si la dernière aventure est une défaite, aucune récompense, on n'en tient pas compte. On peut apprendre un exploit, mais ça mettrait fin au repos, donc je ne vais pas faire ça. Et tant qu'on sera, alors pour se mettre ça en tête, mais tant qu'on sera du niveau 1 à 4, on ne peut apprendre qu'un exploit. Ok. Ensuite, ah oui, alors le lieu de repos, choisir le lieu. De base, on met en jeu la taverne et le marché. Alors il y a un paquet de lieux quand même. La taverne, hop là, comme ceci, et le marché. Ensuite, plus un lieu au hasard par héros. Donc il en reste 2, 4, 6, 8, 10 et un 11. Ouais, c'est beaucoup, ça fait 13 lieux dans lesquels on peut se rendre entre chaque aventure. Alors ce qui est dommage, c'est que les textes sont vraiment petits, c'est pas cool. Tiens d'ailleurs, je n'ai pas fait les lieux, j'avais dû dire que je le ferais. À corriger, Friedrich, à corriger. Allez, 2 au hasard, on pourra se rendre à l'Académie des Aventuriers de Stonebury. Ouais. Ou bien au Bosquet Sacré. Oh, Bosquet Sacré pour Madriga. Ça peut être sympa. Alors la taverne. Un endroit amical et chaleureux. Lancez un dé. Le héros n'a aucun souvenir. Ah oui, alors on verra les résultats. Je ne vais pas les lire à l'avance. Bosquet sacré. Les druides du bosquet appliquent leur magie au héros. Pour la prochaine aventure, ils gagnent une capacité suivante. Ok, carrément. L'Académie des Aventuriers. La célèbre Académie des Aventuriers enseigne ce que vous pouvez avoir envie d'apprendre, moyennant finance. Un héros qui gagne de l'expérience pendant ce répit peut ajouter des options à celles dont il dispose déjà en effectuant des jets sur la table suivante. Chaque jet coûte un or. Et on a des compétences à apprendre. Ok. Et alors, le marché, quand même. Battez toutes les cartes sorts et piochez en 3. Ah, c'est que des cartes sorts. Le héros peut choisir d'acheter l'objet qu'il veut. Bah, c'est bizarre, ça.
C'est pas les cartes objets. Le héros peut choisir d'acheter l'objet qu'il veut. De plus, le héros peut acheter jusqu'à 3 potions de guérison et 3 cristaux d'énergie de puissance, car ils sont toujours disponibles. Le héros peut décider de marchander le prix d'un objet unique. S'il marchande, lancer un dé. Chaque héros qui se rend au marché obtient un paquet de 3 cartes parmi lesquelles choisir. C'est chelou ça. Corrigez-moi si je me trompe, mais tous les héros pourraient y aller au marché parce qu'on a dans le compagnon aventurier un paquet d'objets disponibles qui est assez conséquent. Bon, on va pas aller au marché pour l'instant parce que ça me paraît quand même bizarre. Qu'est-ce que quoi? L'académie pour l'instant, non. Pour la prochaine aventure, capacité suivante. On verra ça. On verra plus tard. Avant d'utiliser des lieux spéciaux, on va plutôt se retrouver à la taverne. À la taverne, les gars. Alors oui, on arrive quand on arrive en ville. Ça va pas faire fuir les passants parce que ils sentent qu'on est là pour eux. Alors on va commencer par Danor. Tu prends une TD et on le lance. On a 3 choix. 3 choix, non, malheureusement. Ce ne sont pas des choix. On fait ça. 2. Tout le monde a passé un excellent moment. Formidable. Ça valait le coup. Ensuite, alors il doit y avoir un choix pourri et un choix très bon. Une option pourrie et une option moins bonne. Madriga. 4, c'est mieux. 3 à 6. On chantera de nombreuses chansons racontant les exploits incroyables du héros. Et on écrira encore plus sur son exceptionnelle chance aux cartes. Prenez un or. Allez. Allez. On se retrouve avec 3 or. Bah, c'est bien parce qu'on commence à... On commence à stocker. Alors j'avais dans l'idée de faire cette phase de repos après seulement la toute première aventure numéro 1. Mais je préfère commencer à voir un petit peu les options. C'est sympa. C'est sympathique. Alors pendant la phase de repos, il y a quand même pas mal de choses à pouvoir faire. Hein. Une fois qu'on a fait le lieu de repos, on peut calculer l'expérience, c'est-à-dire la gloire. Alors ça, je ne vous cache pas que c'est un petit peu flou encore pour l'instant. La gloire, on a plus 1 point par victoire. Ok, mais comment est-ce qu'on symbolise la gloire finalement? On note sur une feuille. Ouais, moi, je préfère avoir des marqueurs sur nos fiches de héros. Donc on a nos 3 pièces, ça c'est un début. Mais alors pour la gloire, bah, si j'ai apporté là mon tas de... J'ai ma boîte de cubes récupérée au fur et à mesure dans différents jeux. Et puis je sais plus où j'avais eu ça. Ça c'était peut-être dans le risque. Non, pas le risque, le diplomatie. Je crois. Puis j'étais retombé sur différents cubes aussi. Alors ça pourrait être l'occasion de les utiliser pour les scores de gloire. Donc 1 point par victoire. Ok. Les points les plus neutres, ça va être quoi? Ça va être gris par exemple. Il va falloir que je convertisse à un moment ou à un autre. Allez, admettons qu'on leur donne un point de gloire là pour l'instant. Je vais en mettre un aussi à Orlaf et son pote. Et son pote Rordine. Alors, Orlaf est soulagé de retrouver Danor parce que je vous rappelle qu'il l'a en charge en quelque sorte. C'est son garde du corps attitré. Rordine, Orlaf, pour vos exploits passés, vous avez justement 1 point de gloire plus X selon les lieux visités. Ah oui, ok. Donc dans tout le paquet de lieux, à un moment ou à un autre, en fonction de ce qu'on va avoir en option, on pourra gagner aussi des points de gloire. D'accord? Et ensuite, point. Donc là on a 1 point, ça veut dire qu'on a un niveau de gloire de 1.
Super, mais qu'est-ce qu'on en glandouille de ça? Quand on aura 2 à 3 points, on sera niveau 2 en gloire. Ok. On peut monter de niveau. Gain de 1 bonus. Ok. On peut garder de l'argent. On reçoit une quantité d'or égale au niveau atteint ou apprendre auprès d'un maître. Ah, ok. Mais ça veut dire qu'on conserve nos points de gloire en fait, hein. Ah oui, ça me fait penser sur les fiches de héros notamment que l'on avait dans Gloomhaven ou dans les mâchoires du lion, on pouvait noter des choses. Alors que là, on n'a pas de feuilles vierges dans la campagne de base en tout cas, hein. On a bien des feuilles vierges dans le livre de compagnon, mais là pour moi l'intérêt c'est de jouer vraiment l'intégralité avec les héros à disposition. Bon, bah ça aussi, ça fera l'objet d'une lecture plus approfondie. Ça veut dire qu'on a fait le tour, normalement. Je vérifie quand même. Alors, le... Comment ça s'appelle? Dans le compagnon de l'aventurier, où est-ce qu'il campagne les exploits, page 73. Qu'est-ce que ça raconte cette affaire-là? Gagner des exploits. Ah oui, ok. Choisir des exploits, apprendre auprès d'un maître. Limite de l'expérience. Ah oui, on voit qu'on aura quand même... J'étais pas allé au bout du bout là. Ok. Parfait. Parfait, parfait. Bon, ça va, c'est assez soft, hein, ces règles-là. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que nous en avons fini avec notre seconde toute petite aventure. Et la prochaine fois, on va passer au dur. Au dur. Nos 4 héros seront sur place. Je pense que le deck du maître du donjon va évoluer. Il aura de quoi nous pourrir encore plus. Il va falloir que je fasse attention alors aux histoires de sorts, hein, sort mineur, sort majeur, ça c'est important. Aux exploits, on ne peut pas se déplacer et faire l'exploit dans le même tour. Au niveau de blessure, les seuils de blessure, ça pareil, attention les yeux. Et puis pour le reste, eh bien, c'est utilisation de toutes les options tactiques sur le terrain avec toutes les restrictions que ça implique. Les lignes de vue, les déplacements, obligation de s'arrêter quand on arrive dans l'arc avant d'un ennemi. Enfin, il est quand même très très riche, hein. Très très riche sans être usine à gaz. Alors ça c'est top. Vraiment c'est top. Quelle belle grande aventure. Allez, cette fois-ci c'est la bonne. Je vous laisse ici. N'hésitez pas à continuer à me donner des astuces et des conseils, des correctifs et une tape sur les mains quand vraiment je fais des grosses bourdes. Et puis, on se dit à la prochaine, aventurier. Salut, salut.